Je n'avais jamais imaginé que cette journée serait le tournant de ma vie. C'était un dimanche ordinaire, mais un coup de téléphone a tout bouleversé. On a besoin de parler, a dit ma mère, d'une voix glaciale. Tout en moi s'est tendu, un pressentiment lourd m'envahissant. Elle ne m'avait jamais parlé comme ça. Je m'appelle Clara, j'ai 32 ans, et ce moment-là a marqué le début de ma prise de conscience. Les menaces n'étaient jamais explicites, mais elles pesaient sur moi, invisibles, subtiles. Je n'avais jamais été la préférée. Ma sœur, elle, avait toujours été le centre d'attention, le fardeau des attentes de mes parents. Mais je n'avais jamais cru que cette différence nous mènerait là. Quand j'ai raccroché le téléphone, mes mains étaient tremblantes, mais j'ai fait de mon mieux pour me ressaisir. Mon regard est tombé sur l'écran de mon téléphone. Sur le message que mon fiancé m'avait envoyé quelques heures plus tôt. Je n'aurais jamais imaginé que ce que j'allais découvrir allait tout changer. Je suis allée à la fenêtre, observant les rues tranquilles de la ville. Mais au fond, je sentais la tempête se préparer. Les nuages s'amoncelant au-dessus de ma tête semblaient annoncer quelque chose de plus grand que tout ce que j'avais imaginé. Et c'est là, en regardant à travers cette vitre, que j'ai pris ma décision. Ce soir-là, ils allaient découvrir que je n'étais plus la fille effacée qu'ils croyaient. J'avais trouvé quelque chose dans le téléphone de mon fiancé, une vérité qu'ils ne pensaient jamais que je découvrirais. Mais j'avais un plan, ma famille, toujours si parfaite aux yeux des autres. Mais derrière les portes closes, c'était un autre monde, un monde où je n'avais jamais eu ma place. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris que je ne comptais pas autant que ma sœur. Elle était tout ce que mes parents espéraient, brillante, extravertie, belle. Moi, j'étais la silencieuse, la discrète, l'invisible. À chaque réunion de famille, chaque occasion spéciale, elle était celle qui attirait tous les regards, tandis que je restais là, dans l'ombre, observant. Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir la différence. Ils ne le disaient pas explicitement, mais je savais que je n'étais jamais leur priorité. Ils la couvraient de compliments, de cadeaux, de possibilités, tandis que moi, je me contentais de rester là, en retrait. Je ne me plaignais pas, j'avais appris à accepter. Mais avec les années, cette invisibilité est devenue plus pesante. C'est au lycée que tout a changé. C'était ma chance de m'échapper un peu de cette pression étouffante. J'ai commencé à m'intéresser à l'art, à la peinture, un domaine où je pouvais enfin m'exprimer. Je me suis inscrite à des cours du soir, sans leur dire, bien sûr. J'avais mes économies. Quelques centaines d'euros économisés en travaillant comme serveuse pendant les vacances. Tout pour moi, pour un avenir différent, un avenir où je n'aurais pas besoin de l'approbation de mes parents. Mais la vérité est que je n'avais pas vraiment d'alliés dans ma famille. Mes parents étaient tellement absorbés par leur propre vision de la réussite qu'ils n'ont jamais vu que j'avais mes propres rêves. Parfois, je me demande s'ils m'ont jamais vraiment vu, tout court. Je me rappelle encore ce jour, en décembre 2013, où j'ai pris une décision. Je m'étais enfin inscrite à l'université, sans leur en parler. J'étais tellement fière de cette indépendance, même si je savais que cela risquait de les décevoir. Mais au fond de moi, j'avais compris quelque chose, j'étais la seule à pouvoir me sauver. J'avais économisé assez d'argent pour payer mes frais de scolarité sans qu'ils le sachent. Je voulais être celle qui choisit sa propre voie, pas l'ombre d'un autre. Et puis, tout a basculé un an plus tard. C'était en janvier 2015, un samedi matin comme tant d'autres. Ils m'ont appelé. Leur voix m'a glacée. Clara, viens à la maison, on doit discuter d'un sujet important. C'était comme si, pour la première fois, ils m'avaient vu non pas comme l'ombre, mais comme une menace. Il faut que tu arrêtes de jouer à l'artiste. Clara, tu sais que ce n'est pas un vrai travail. Ce n'est pas ce qu'on attend de toi, m'a dit mon père d'un ton sec. Je sentais une pression immense. Mais ce jour-là, j'ai aussi senti quelque chose d'autre grandir en moi. Un sentiment que je n'avais jamais eu auparavant. La certitude que ce n'était plus leur choix qui comptait, mais le mien. Ce jour-là, en rentrant chez moi, je n'avais pas pleuré, je n'avais pas crié. Non. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je me suis installée à mon bureau, face à mes pinceaux. Je savais qu'il était temps de faire face à cette réalité, je n'étais plus la fille soumise et invisible qu'ils pensaient que j'étais. Et un mois plus tard, l'événement qui allait changer ma vie est arrivé. Le moment où tout est devenu inévitable. Mais avant de vous dire ce qu'il s'est passé, il faut que je vous parle de lui. Je l'ai rencontré un peu par hasard. C'était à une exposition d'art local, en 2017. Un de mes amis m'avait convaincu de participer à une présentation collective. J'étais nerveuse, mais excitée à l'idée de pouvoir montrer mes œuvres, même à un petit public. Je n'étais pas encore une grande artiste, mais ce moment était crucial pour moi. Il m'a vu, il m'a observé longuement avant de s'approcher. Il s'appelait Thomas, et son regard m'a captivée. Il était comme moi, passionné par des choses qui n'étaient pas toujours comprises par les autres. Ce qu'il voyait dans mes peintures n'était pas seulement de la couleur sur une toile, mais une échappatoire, une rébellion silencieuse. Nous avons commencé à nous fréquenter peu après. C'était doux au début, presque trop parfait. Thomas comprenait mes ambitions, mes rêves, et surtout, il ne me jugeait pas.
Il ne me traitait pas comme mes parents. C'était un contraste frappant par rapport à tout ce que j'avais vécu. Nous avons voyagé ensemble, nous avons partagé des moments de complicité profonde. Il savait que j'avais des secrets, mais il les respectait. Cependant, plus les mois passaient, plus quelque chose me perturbait, quelque chose dans son comportement m'échappait. Il devenait parfois distant, plus froid. Et je commençais à remarquer des détails insignifiants pour un observateur extérieur, mais qui, pour moi, prenaient une ampleur démesurée. Un soir, en mai 2018, il est rentré très tard à la maison. Je n'avais pas dormi. Il avait quitté son téléphone sur la table de la cuisine. J'ai hésité. Je savais que ce n'était pas bien. Mais une sensation étrange m'a envahi, comme une pression, comme si je devais savoir ce qu'il cachait. Ce fut un moment décisif. Je l'ai pris, ce téléphone. Je ne voulais pas l'espionner. Je voulais juste une réponse à ces petites questions qui m'obsédaient. Et là, en l'ouvrant, j'ai vu un message qui m'a glacé. J'ai tout organisé pour ce soir. On n'en parle pas à Clara, elle est trop naïve pour comprendre. C'était de lui, à quelqu'un d'autre. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Je suis restée là, figée. J'ai cliqué sur le numéro. Je connaissais ce nom. C'était la fille qu'il m'avait toujours dit être une simple amie. C'était aussi celle qu'il m'avait promise de ne jamais voir en dehors de notre cercle. Mais il n'avait pas dit ça. Pas de simple amie, juste des plans. D'âme plans pour me cacher la vérité. Et ce n'était pas tout. Il y avait d'autres messages. Dame photo, des détails. Un secret que je n'avais jamais imaginé. Je savais que tout allait changer. Je n'étais plus la femme ignorante, je n'étais plus naïve. Le cœur battant, j'ai reposé son téléphone et je me suis rendue dans le salon, où il dormait profondément. Mon esprit tournait à toute vitesse. Que faire maintenant? Je savais que tout ce que j'avais construit avec lui était une illusion. Il m'avait trahi. Il m'avait utilisé pour son propre confort, pour cacher sa vérité à moi. Mais j'avais un avantage, j'avais vu ses messages. Il pensait me manipuler, mais c'était moi qui contrôlais désormais la situation. Je n'ai rien dit ce soir-là. Je n'ai rien dit le lendemain. Mais je savais que, cette fois, je ne serais plus la même. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais découvert, mais je savais qu'il ne pourrait pas continuer à me mentir. Tout allait se jouer et je n'avais pas l'intention de me laisser faire. J'ai attendu quelques jours avant de confronter Thomas. Le moment de la vérité approchait. Je l'avais déjà compris, je ne pouvais plus faire marche arrière. C'était à moi de reprendre le contrôle. À moi de déterminer ce que j'allais faire de cette vérité. Et c'est là, ce jour-là, en pleine lumière, que le basculement a commencé. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Je n'avais pas encore confronté Thomas, je voulais qu'il croie que tout était normal, que je n'avais rien découvert. Chaque geste qu'il faisait, chaque mot qu'il prononçait, était comme un rappel que sa trahison était là, juste sous la surface. Il me regardait, me parlait comme s'il n'y avait rien de changé. Mais moi, je savais. Et cela me rongeait de l'intérieur. Les premiers signes de manipulation sont venus lentement, comme des graines plantées dans un sol fertile. Un soir, après le dîner, Thomas a voulu sortir. Il m'a dit qu'il avait un rendez-vous de travail, mais son ton était trop hésitant. J'ai vu ses mains trembler légèrement lorsqu'il a posé son verre. J'ai su immédiatement que quelque chose n'allait pas. Mais je n'ai rien dit. Je l'ai laissé partir pour l'observer, pour confirmer mes soupçons. Je ne l'ai pas suivi, je ne suis pas du genre à traquer, mais ce soir-là, je l'ai fait. J'ai pris ma voiture et je l'ai suivi discrètement. Il est allé dans un bar que je connaissais bien, celui où il m'avait dit que ses amis de travail se retrouvaient parfois. Mais ce soir-là, il n'était pas seul. Il était avec elle. La même fille des messages. Et pas juste une discussion amicale. Je les ai vus échanger des regards, des sourires complices. Elle le touchait, lui murmurait quelque chose à l'oreille, et il souriait. Ce sourire, je ne l'avais jamais vu quand il était avec moi. Un sourire que je n'étais pas censé voir. Je suis restée là, hors de vue, presque figée. Chaque mot, chaque mouvement qu'il faisait, me brûlait les entrailles. Je savais que cette soirée allait tout changer. L'homme avec qui je pensais avoir partagé mon avenir n'était qu'une illusion. Il m'avait trahi, et il n'en avait même pas honte. Je suis rentrée chez moi, le cœur lourd, la tête pleine de pensées. Je n'avais pas encore confronté Thomas. Je n'étais pas prête. Mais la vérité était là, évidente, insupportable. Mon esprit commençait à formuler des plans, des stratégies. C'était à moi de reprendre le contrôle, de reprendre ma vie. Mais comment faire? Comment agir quand toute une relation semblait être bâtie sur un mensonge? Le lendemain, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Je devais parler, même si ça me brisait. Le moment était venu. Je l'ai retrouvé dans le salon, et d'une voix calme, je lui ai demandé: Thomas, pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as caché ce que j'ai vu? Il s'est figé, le regard fuyant. Je savais qu'il savait que j'avais découvert la vérité. Mais il n'avait pas d'excuse. Il n'a rien dit pendant un long moment.
C'est lui qui m'avait choisi, mais il m'avait laissé dans l'ombre, me disant que tout allait bien, que tout était sous contrôle. Mais aujourd'hui, il y avait plus de contrôle. Aujourd'hui, c'était moi qui contrôlais les événements. Clara, ce n'est pas ce que tu crois, a-t-il commencé, mais je ne l'ai pas laissé continuer. J'avais vu trop de choses, j'avais trop de preuves. Il ne pouvait plus me manipuler. Tu savais exactement ce que tu faisais. Et tu pensais que j'allais te pardonner? Ai-je répliqué, les mots me brûlant sur les lèvres. J'ai gardé mon calme, mais mon esprit bouillonnait. Je savais que je n'étais plus la personne qu'il croyait. Je savais que tout allait basculer. Et ce soir-là, avant qu'il ne parte, je suis allée dans mon bureau et j'ai commencé à organiser mes démarches. J'ai pris mon téléphone et j'ai contacté un avocat. Je n'avais pas besoin de plus de mensonges, de plus de manipulations. J'avais le pouvoir de changer ma vie, et il était temps de l'utiliser. Les jours suivants furent marqués par un silence pesant. Thomas n'a pas cherché à me contacter de manière insistante. Il savait que la situation avait changé. Mais ce n'était pas ce silence qui me hantait. Non, c'étaient les messages. Ceux que j'avais envoyés et reçus, ceux que j'avais laissés sans réponse. Je savais que ce moment était crucial, que mes décisions allaient déterminer l'avenir. Le piège qu'il avait tendu s'était refermé, mais je n'étais pas prête à me laisser piéger une fois de plus. Alors, j'ai commencé à creuser. J'ai demandé conseil à l'avocat, pris des documents légaux en main, tout en étudiant chaque recoin de ce que j'avais découvert. Dames photos, des extraits de messages, des preuves qui m'étaient désormais essentielles. Un vendredi soir, 2 semaines après ma confrontation avec Thomas, un message est arrivé. Ce n'était pas un message de lui, mais de ma mère. Elle m'écrivait, sur un ton que je n'avais pas vu depuis des années. Elle me demandait de revenir à la maison pour discuter. Je savais exactement ce qu'elle voulait. Ils avaient compris que je devenais de plus en plus autonome, que je ne dépendais plus d'eux comme avant. Et cela les effrayait. Ils avaient toujours cru que j'étais la plus faible, celle qui allait accepter leur volonté, leurs décisions. Mais cette fois-ci, ils se trompaient. Le jour suivant, je suis allée les voir, mais cette fois, c'était différent. Ma sœur était présente, un sourire narquois aux lèvres. Elle savait, elle était toujours au courant de tout, mais elle n'avait jamais pris de position. Comme d'habitude, elle s'était placée dans l'ombre, ne faisant que suivre ce qui se passait autour d'elle. Et quand j'ai vu leur visage, leur regard chargé d'incompréhension, j'ai compris que je n'avais plus rien à attendre d'eux. C'était à moi de définir les règles du jeu désormais. Clara, tu sais que nous avons toujours voulu ton bien. Que nous avons fait tout cela pour toi, m'a dit ma mère. D'un ton qu'elle avait utilisé des centaines de fois dans ma vie. Mais cette fois-ci, quelque chose avait changé dans sa voix. Je pouvais entendre la panique sous-jacente. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai posé le document que j'avais dans les mains sur la table. C'était une copie du contrat de propriété de la maison. Je l'avais récupéré grâce à l'avocat. J'avais ce que j'avais toujours cherché, la preuve que cette maison, qui m'avait toujours été refusée, m'appartenait également. Que mes parents n'avaient pas la pleine maîtrise de tout. Que, grâce à ce document, il n'était plus possible de me traiter comme la fille invisible qu'ils croyaient que j'étais. J'ai trouvé ce contrat dans les archives de la maison et il est signé par vous deux. Il stipule que la maison m'appartient à moi aussi. Il est trop tard pour tout changer maintenant, et je dis calmement, mais fermement. Leurs visages se figèrent. Je pouvais voir que ma mère essayait de cacher son étonnement. Ma sœur, elle, ne dit rien. C'était une confrontation silencieuse, mais pleine de tension. L'incompréhension sur leur visage m'a montré une chose, ils pensaient que j'allais abandonner. Que j'étais encore cette petite fille perdue, incapable de me défendre. Mais aujourd'hui, c'était à eux de subir le poids de la vérité. Clara, tu ne sais pas ce que tu fais. Ce contrat, c'est... Ce n'est pas ce que tu crois, a commencé ma mère, sa voix tremblant légèrement. Mais je l'ai interrompue, pour la première fois, sans hésitation. Je sais exactement ce que je fais. J'ai toujours su. Ma voix était calme, mais je sentais la détermination se renforcer en moi à chaque mot prononcé. Je n'étais plus celle qu'ils avaient formée à obéir, à accepter. J'étais Clara, l'héritière, la femme qui allait enfin prendre sa place. Je suis partie de chez eux ce jour-là, sans un mot de plus. Mais ce n'était pas la fin. C'était à peine le début. Une décision, une signature, un acte notarié. Je savais que tout allait se jouer très vite. Mais je n'étais pas pressée. Je savais que la balle était désormais dans mon camp. Le jour tant attendu est arrivé plus vite que je ne l'avais imaginé. Le contrat, celui que j'avais trouvé et que j'avais soigneusement étudié, allait maintenant prendre toute son importance. C'était le matin de la signature. La signature qui allait tout changer. Je n'étais plus une simple spectatrice de ma vie, je n'étais plus la victime silencieuse. Ce jour-là, j'étais prête à affronter mes parents et à reprendre ce qui m'appartenait de droit. Je suis arrivée au notaire avec une certitude absolue. L'atmosphère de ce petit bureau au centre-ville me semblait étrangement calme, comme si le monde autour de moi ralentissait, me permettant de respirer à peine.
Le notaire, un homme d'une cinquantaine d'années, m'a accueilli avec un sourire chaleureux, mais je pouvais percevoir une certaine tension dans son regard. Il savait, tout comme moi, que ce n'était pas un acte juridique comme les autres. Ce n'était pas un simple échange de documents. C'était une révolution silencieuse, une reprise de pouvoir. Quand il a posé le contrat devant moi, j'ai pris un moment pour le regarder. Ce document en apparence anodin avait le pouvoir de changer le cours de ma vie. Je l'ai feuilleté une dernière fois, comme pour m'assurer que je ne m'étais pas trompé. Et puis, je l'ai signé. C'était fait. Le premier pas vers ma liberté, vers ma réclamation de ce que mes parents m'avaient volé pendant des années. Le notaire a pris le document, l'a enregistré et m'a donné une copie. Tout est en ordre, m'a-t-il dit. Mais je savais que ce n'était pas le cas pour ma famille. C'était le moment où j'allais leur prouver que ce n'était plus ceux qui contrôlaient tout, qu'il était temps de faire face à la réalité. Je suis sorti du bureau, le cœur battant, mais une étrange sérénité m'envahissait. J'avais pris mon destin en main. J'étais prête à leur montrer que cette fois, ils ne m'avaient pas sous leur emprise. Je n'étais plus la fille invisible, la fille qui obéissait sans discuter. Je n'étais plus la Clara soumise à leur volonté. Je les ai appelés une fois rentrés chez moi. Mon père, toujours ce ton dominateur, a répondu. Avant qu'il ne puisse commencer son éternelle tirade sur ce qu'ils attendaient de moi, j'ai pris la parole. Papa, maman, je viens de signer l'acte de propriété de la maison. Elle est désormais officiellement à moi. J'ai tout ce qu'il faut pour revendiquer ce qui me revient de droit. Il y eut un silence lourd, presque menaçant. J'ai su à ce moment-là qu'ils comprenaient que le jeu avait changé. Mais je ne m'attendais pas à leur réaction. Mon père a parlé en premier, d'une voix qui tremblait légèrement. Clara, tu ne comprends pas ce que tu fais. Ce n'est pas juste une maison. C'est notre famille. Ce que tu veux, c'est détruire tout ce que nous avons construit ensemble. Je savais que leurs mots étaient lourds de menaces, mais je n'avais plus peur. Ce qu'ils avaient pris de moi, ils ne le rendraient jamais de leur propre volonté. C'était moi qui devais prendre le pouvoir maintenant. Le pouvoir d'agir, de choisir. Je comprends très bien ce que je fais, papa. Et ce n'est pas la maison qui est en jeu ici. C'est ma vie, mon indépendance, et je suis prête à me battre pour tout cela, ai-je répondu, ma voix ferme, sans l'ombre d'un doute. Il n'a rien répondu. Mais je savais qu'ils étaient déstabilisés. J'avais fait le pas qu'ils n'attendaient pas, celui qui allait changer tout l'équilibre qu'ils avaient pris pour acquis. Leur manœuvre ne fonctionnait plus. Je n'étais plus une victime. Le lendemain, j'ai pris une décision. Je devais aller à la rencontre de mon avocat. Je devais formaliser l'action. J'étais prête pour la dernière étape. L'étape où, une fois pour toutes, j'allais fermer définitivement ce chapitre de ma vie. Le jour suivant, je suis retournée chez le notaire, accompagnée de mon avocat cette fois. Le rendez-vous était fixé à 14 heures. Mon avocat, une femme déterminée et brillante, me regardait avec un sourire rassurant, mais je savais qu'elle aussi sentait l'enjeu. Tout était en place. Il ne restait plus qu'à finaliser les démarches. À l'entrée du notaire, la pièce semblait plus oppressante que la veille. Le dossier que j'avais eu entre les mains la veille était désormais un acte officiel. Je pouvais presque entendre les voix de mes parents dans ma tête, leur indignation, leur colère. Mais ce n'était plus mon problème. Ils m'avaient laissé de côté pendant trop longtemps. Ils m'avaient forcé à me battre pour obtenir ce qui m'appartenait. Et maintenant, je tenais ma revanche. Le notaire a posé les documents sur la table avec une précision méticuleuse. Il m'a demandé de signer une dernière fois. Le dernier acte, le dernier geste pour clore cette histoire. Et là, une pensée m'a frappé, cette signature ne marquait pas la fin, mais bien un nouveau commencement. Le commencement de ma liberté, de ma propre histoire. Alors que je m'apprêtais à signer, la porte du bureau s'est ouverte. Je n'ai pas eu à tourner la tête pour savoir qui c'était. C'était eux. Mes parents. Ils étaient là, les mains serrées, les visages marqués par une tension palpable. Ils avaient vu les changements dans la paperasse, ils avaient compris que le moment était venu de confronter la réalité. Clara, ne fais pas ça, a dit mon père d'une voix rauque. Sa fureur était évidente, mais je pouvais aussi sentir la peur. Il avait perdu le contrôle et cela le rendait fou. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris une grande inspiration, me préparant à ce qui allait suivre. Ce moment était plus qu'une confrontation. C'était la fin de l'emprise qu'ils avaient sur moi. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi, papa, ai-je dit d'une voix ferme. Ce que j'ai signé aujourd'hui est bien plus qu'un simple acte de propriété. C'est le résultat de mes choix. Et tu ne peux plus m'obliger à faire ce que tu veux. Je pouvais voir la douleur dans leurs yeux, mais aussi une forme de résignation. Peut-être qu'ils s'étaient doutés que ce jour viendrait. Peut-être qu'ils savaient, au fond, que la vérité finirait par éclater. Mais ce jour-là, c'était moi qui contrôlais la situation. C'était moi qui avais les clés de l'avenir. Le notaire a pris la parole. Monsieur, madame, l'acte a été signé et il est désormais officiel. Il n'y a plus de retour en arrière. Tout est en ordre. Il y a eu un silence lourd dans la pièce, un silence où tout semblait figé. Mais en moi, c'était l'euphorie.
L'adrénaline battait dans mes veines. Cela m'appartenait. Enfin, je ne pouvais pas revenir en arrière et je n'en avais aucune intention. Je les ai regardés une dernière fois. Mon père, ma mère. Il n'y avait plus de place pour les pleurs ou les regrets. Je savais que, quoi qu'ils disent ou fassent désormais, ma vie était mienne. Clara, tu feras une erreur que tu regretteras, m'a dit ma mère, mais sa voix était plus faible, presque désespérée. Mais pour la première fois, je ne ressentais plus de culpabilité. Ce n'était pas moi qui avais fait une erreur. C'étaient eux, ceux qui m'avaient laissé dans l'ombre trop longtemps. Je suis sortie de la pièce en silence. J'avais signé. C'était fait. La maison m'appartenait maintenant, tout comme mon avenir. J'étais libre. Le regard du notaire s'est posé sur moi alors que je quittais la pièce. Il n'a pas dit un mot, mais je pouvais voir dans ses yeux que l'histoire qu'il venait de vivre avec moi l'avait marqué. Ce n'était pas tous les jours qu'un acte aussi lourd de sens se produisait. Le vent était plus doux ce jour-là, presque apaisant. Comme si la ville elle-même me disait que tout allait bien maintenant. Mais au fond, je savais que ce n'était pas encore fini. Les derniers obstacles restaient à franchir. Mais j'avais une certitude, je n'étais plus la même. Quelques jours après la signature, la réalité m'a frappée. Ce n'était pas juste un acte juridique, c'était un changement radical dans ma vie, une révolution silencieuse, mais douloureuse. Je savais que mes parents ne se résigneraient pas facilement à cette nouvelle. Et il n'a pas fallu longtemps avant que le téléphone ne sonne à nouveau. Un soir, une semaine après, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle m'a supplié, d'une voix brisée, de revenir à la maison. Clara, tout ça, ce n'est pas ce que tu penses. On est ta famille, on t'aime, ne fais pas ça, a-t-elle dit. Mais je savais que c'était une tentative désespérée de me ramener dans leur monde, celui où ils contrôlaient tout, où je n'étais rien d'autre qu'une pièce du puzzle qu'ils avaient créé. Je suis restée calme au téléphone. Mais j'ai senti une douleur sourde au fond de moi. Cette voix que j'avais tant écoutée toute ma vie, me demandait de renoncer à ma liberté. Je savais que ma mère avait peur de ce que ce changement représentait. Elle avait toujours eu le contrôle sur ma vie, sur mes décisions. Mais plus maintenant. Je ne reviendrai pas, maman, ai-je répondu fermement. Ce n'est pas un caprice. C'est ma vie. Et je vais la vivre comme je l'entends. Je me suis retirée de la conversation sans attendre de réponse, la gorge serrée. Ce n'était pas facile. Je les aimais toujours, malgré tout. Mais cette décision, cette ligne tracée dans le sable, je ne pouvais pas l'effacer. Ce n'était pas juste une maison que je récupérais. C'était ma dignité, ma place dans ce monde. Un monde que je m'étais construit seul avec mes propres forces. Le lendemain, j'ai emménagé dans mon nouvel appartement. Ce n'était pas grand, mais c'était le mien. Un espace que j'avais choisi, un espace où je pouvais respirer. Je me souviens de cette première nuit. Le silence était presque accablant. J'avais toujours eu l'habitude du bruit, des tensions, des disputes. Mais là, tout était calme. Je me suis allongée sur le canapé, les yeux fermés, en écoutant le bruit de la pluie tomber dehors, un bruit que je n'avais pas écouté depuis longtemps. Il était étrange, doux, presque guérisseur. J'ai pensé à tout ce que je laissais derrière. À ma famille, à l'injustice que j'avais subie pendant des années. Mais il y avait aussi quelque chose de neuf, de léger. Ce n'était pas la fin, mais un début. Un début que je n'avais jamais cru possible. Le sentiment d'indépendance était plus fort que tout. Je savais que cette vie était mienne. Et plus rien ni personne ne pourrait m'empêcher de la vivre. Le lendemain, en ouvrant ma boîte aux lettres, je trouvai une lettre de mon avocat. Le document final était prêt, un acte juridique qui entérinait définitivement le transfert de propriété. La maison était officiellement à moi. Pas seulement la maison, mais ma vie, mon avenir. Pourtant, ce n'était pas la fin de tout. Mes parents ne s'étaient pas encore résignés. Je savais qu'ils essaieraient encore de m'amener à revenir sur mes décisions. Mais je n'avais plus peur. La route allait être longue, semée d'embûches, mais je ne reviendrais pas en arrière. Je savais que j'avais fait le bon choix, même si je n'étais pas sûre de ce que l'avenir me réservait. Tout ce que je savais, c'est que désormais, je contrôlais ce que je faisais de ma vie. Je n'avais pas encore tout compris, mais chaque jour, je sentais mon pouvoir grandir. Mon indépendance, cette liberté, m'appartenait. Et rien ni personne ne pourrait jamais m'enlever ce droit. Les semaines qui ont suivi ont été remplies de tensions latentes, mais aussi de soulagement. Chaque matin, en me réveillant dans mon appartement, je prenais un instant pour savourer le calme. Loin de la pression constante, loin des attentes de mes parents. Je me sentais plus forte à chaque respiration, plus indépendante. Mais le chemin n'était pas encore sans obstacle. Un mois après avoir emménagé, j'ai reçu un message de ma sœur. Je savais que cela allait arriver. Elle n'avait jamais été du genre à intervenir dans les conflits familiaux, mais elle se sentait toujours obligée de prendre le côté de mes parents. Ce message était l'un de ceux qu'on envoie quand on a besoin de parler, mais qu'on ne sait pas par où commencer. Clara, maman et papa sont vraiment bouleversés. Ils m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas pourquoi tu as fait ça. Ils se sentent rejetés. Et si on pouvait en discuter ensemble?
J'ai regardé le message, puis j'ai posé le téléphone sur la table. L'envie de répondre de manière tranchante était là, mais je savais que ce n'était pas la bonne façon. Je ne pouvais pas ignorer l'aspect humain de la situation, mais je n'avais plus de place pour la culpabilité. Ma sœur, comme toujours, se contentait de regarder sans prendre de position. Elle était celle qui fuyait les confrontations. Mais moi, j'avais pris position. Et cette position était celle de mon indépendance. J'ai pris une grande respiration, puis j'ai répondu calmement, « Je sais que vous êtes blessé, mais c'est ma décision. Ce n'est pas contre vous, mais c'est pour moi. Vous devez comprendre que je n'avais plus d'autre choix. » Elle n'a pas répondu tout de suite. Je savais qu'elle avait besoin de temps pour accepter cela. Elle avait toujours été plus proche de mes parents. Une position que j'avais abandonnée dès le moment où j'avais réalisé qu'ils ne me respectaient pas. Je ne pouvais pas rester dans l'attente de leur approbation éternelle. Le poids de la culpabilité n'allait plus me submerger. Je m'étais rendu à l'évidence. Le seul regard que je devais désormais avoir, c'était celui que je portais sur moi-même. La liberté, c'était aussi ce chemin difficile d'accepter que je n'étais plus dépendante de l'amour familial pour ma survie émotionnelle. Un jour de juillet, un notaire m'a contacté. Le document final était prêt. Je devais récupérer les clés de la maison familiale. Ce moment précis m'a semblé à la fois libérateur et lourd. C'était plus qu'un acte juridique, c'était un symbole. Un symbole de tout ce que j'avais gagné et de tout ce que j'avais perdu en cours de route. Mais il n'y avait pas de retour en arrière. C'était ma maison, et je me sentais prête à la revendiquer pleinement. J'y suis allée seule, sans prévenir mes parents, sans chercher leur approbation. Quand je suis arrivée devant la porte, j'ai eu un instant de flottement. La maison était toujours la même, mais elle n'était plus celle que mes parents avaient transformée en piège. Elle était la mienne maintenant. Le notaire a ouvert la porte et m'a tendu les clés. C'était un moment si simple, mais qui contenait une charge émotionnelle énorme. Un moment que j'avais attendu toute ma vie. Ce soir-là, quand je suis rentrée dans la maison, un sentiment étrange m'a envahi. C'était comme si je marchais pour la première fois dans un espace où je pouvais enfin respirer à plein poumon. L'air semblait plus frais, plus pur, comme si cette maison m'attendait. Tout était encore là, comme je l'avais laissé, mais je savais que ce n'était plus la même maison. Elle m'appartenait désormais. Je me suis assise dans le salon, mes yeux parcourant les murs qui avaient vu tant de conflits, de silences lourds. Et pourtant, ici, maintenant, tout était calme. Je pouvais choisir ce que je voulais en faire, comment je voulais la transformer. Cette maison symbolisait tout ce que j'avais reconquis. Et avec elle, ma liberté. Le chemin n'était pas encore tout tracé. Mes parents n'avaient pas fini de tenter de me faire revenir à la raison, de me faire culpabiliser. Mais peu à peu, je me rendais compte que j'étais enfin prête à affronter la vie sans avoir à répondre aux attentes des autres. La plus grande victoire n'était pas celle de la maison, mais celle de ma propre liberté. Le temps a passé depuis ce jour où tout a basculé, et je suis enfin en paix. Une paix que je n'avais jamais cru possible, un calme qui m'est enfin revenu. Je me souviens de ce premier matin, seul dans mon appartement, regardant par la fenêtre, le soleil levant. Tout semblait plus lumineux, plus net. J'avais franchi une étape qui m'avait semblé insurmontable, mais qui aujourd'hui ne fait plus que faire partie de mon passé. Je n'ai plus à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La culpabilité, celle qui me rongeait autrefois, a disparu, doucement, presque sans que je m'en rende compte. Chaque jour passé loin de cette dépendance affective m'a appris une chose, je ne suis plus l'ombre de ma famille, de mes parents, ni de mes attentes. Je suis devenue la personne que je devais être, sans excuse, sans concession. Je suis encore en train de guérir, de comprendre ce que cela signifie vraiment, d'être libre. Ce n'est pas tout rose, bien sûr. Il y a encore des souvenirs qui me hantent, des regrets. Mais ces souvenirs ne me contrôlent plus. Ils sont là, dans ma mémoire, mais je suis celle qui choisit de les accepter ou de les laisser partir. Je n'ai plus de fantasmes sur l'idée d'une réconciliation parfaite avec mes parents. Peut-être qu'un jour, les choses s'arrangeront. Mais ce n'est plus mon objectif. Ma priorité, c'est moi. J'ai appris à tracer mes limites, à ne plus accepter d'être une pièce du puzzle qu'ils ont construite pour moi. Je suis libre d'être moi-même, de faire mes propres choix. Je suis fière de la personne que je suis devenue. Aujourd'hui, je suis plus forte que jamais. Ce que j'ai vécu m'a façonnée. Et au fond, je sais que cette force vient de la décision que j'ai prise ce jour-là, lorsque j'ai décidé de reprendre ce qui m'appartenait. Pas seulement la maison, pas seulement l'héritage, mais ma dignité, ma place dans ce monde. Je n'ai plus besoin de me prouver à eux. Je suis Clara, et je n'ai jamais été aussi en paix avec qui je suis. Mon avenir, je le construis maintenant, à partir de mes propres décisions, sans plus jamais être l'invisible. Et c'est suffisant. C'est tout ce dont j'ai besoin.